Bonjour à tous, merci de la fidélité à votre programme et surtout, nous allons prendre un temps de réflexion maintenant sur Télé 50 et d'autres chaînes partenaires parce que nous avons la chance de rencontrer aujourd'hui quelqu'un d'exceptionnel, un homme de culture qui vit en Europe mais qui a été ici chez nous, qui est adulé là-bas, respecté, mais dont le pays ne semble pas beaucoup bénéficier. Et nous avons justement profité de quelques instants de liberté ici à Kinshasa, ou plutôt dans son emploi du temps très chargé, pour les choper comme ça. Et puis avec lui, on va passer quelques instants de réflexion sur l'élite congolaise. Parce que lui, il brocarde cette élite congolaise, ou plutôt nos us et nos mœurs également, avec beaucoup de doigté. Notre invité, c'est Pitch Banda. Bienvenue. Merci de m'accueillir chez vous. Alors, moi, je disais que cette émission, on va la faire sous forme d'un entretien. D'accord. Entretien avec un homme qui inspire respect ailleurs, Merci. mais qui n'est pas très, très vulgarisé ici au Congo. Beaucoup de gens vous suivent à travers des vidéos, des reportages, etc. Qui êtes-vous finalement, Pitch Banda? Mais moi, je me définis comme un père de famille d'abord, père de 6 enfants, grand-père de 6 petits-enfants. J'ai travaillé au Congo, d'abord dans l'enseignement, pendant 10 ans. Ensuite, j'ai travaillé à la Gécamine pendant 7 ans. Et du jour au lendemain, on m'a demandé de partir. Et je suis parti. En Europe, ça n'a pas été facile de se faire une toute petite place. Mais je pense, après ce que j'ai fait, que j'ai des aptitudes pour le faire. C'est ainsi que j'ai créé en Belgique une école de devoirs qui s'appelle les Corpus. J'ai continué à écrire des livres que j'écrivais déjà ici. J'ai monté un spectacle qui s'appelle Info Noir au pays des Blancs. Avec ce spectacle, j'ai fait le tour du monde. Mais pendant que je suis en Europe, je n'ai pas oublié mon pays, le Congo. La preuve, j'ai construit 2 écoles au Congo, au Kasaï. Une école à Mbujimaï, une autre école dans un village de Benambala. Et dans ce milieu-là, les gens n'ont pas d'argent. Et quand les parents cotisent un tout petit peu, ça fait juste $10 par enseignant. Et moi, je supplée à partir du travail que je fais en Europe. Vous qui connaissez l'Europe, vous savez très bien qu'en Europe, si vous êtes organisé en ASBL, une partie de votre argent, vous pouvez vous faire un salaire, une autre partie, l'État va prendre pour les taxes, et une autre partie, vous versez dans une action sociale. C'est ma manière d'exister pour mon pays, c'est ma manière de me rendre utile. Et mes spectacles, je pense qu'on les voit aussi ici, c'est ma manière d'être présent, donc je n'ai pas ignoré mon pays. Merci beaucoup, Pitch Banda, pour cette présentation très claire. Je rappelle que vous êtes psychologue, écrivain, et un très grand artiste, parce que quand on vous suit, on a l'impression d'écouter une bibliothèque. Je suis tenté de commencer par, qu'est-ce qui vous a prédestiné à faire tout ça? L'enseignement, l'écriture, le théâtre, c'est quoi? Un écrivain, c'est quelqu'un qui est sensible. Moi, en ce qui me concerne, j'ai une forte sensibilité. Et quand on est sensible, on a aussi de l'empathie. Je verrai quelqu'un qui souffre, je souffre avec la personne, ça me touche. Je verrai quelqu'un qui est victime d'une injustice, ça me touche. Ça me perturbe tellement que pour avoir mon équilibre, je prends mon stylo et comme le journaliste, je crache sur la feuille. Donc sur la feuille, on peut cracher du venin. L'écriture est thérapeutique. On dit que l'écriture a des effets cathartiques. Ça, c'est moi. Donc, je suis arrivé à faire ce que je fais parce que dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. Je suis un de ces enseignants qui, à l'époque, pouvait faire 8-9 mois sans être payé. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'on est loin, à Lubumbashi ou bien au Kasaï, et qu'il faut qu'on soit mécanisé à Kinshasa. Et pendant que vous traînez là sans salaire, vous voyez la souffrance et vous avez les élèves devant vous. Ça, j'ai connu. Et même à Kinshasa, on va vous dire, vous n'êtes pas encore mécanisé. Ou alors, quand on vous mécanise, quelqu'un du bureau va vous appeler pour dire « Ah, on va vous payer ce mois-ci, hein, mais n'oubliez pas de retourner un peu une partie de votre salaire pour que je donne à ceux qui ont participé à votre salaire. » On appelait ça opération retour. J'ai vécu ça. Moi, j'ai vu
Le phénomène que vous avez aujourd'hui, les enfants de la rue, qu'on accuse des enfants sorciers, mais c'est depuis 1981 que j'ai écrit un livre. 1981. Que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je ne suis pas sorcier ». Et dans ce livre, je me mets dans la peau de celui qui est accusé. Je dis peut-être qu'il n'a pas d'argument pour se défendre, mais si vous l'accusez de sorcellerie, est-ce que ce n'est pas le fait aussi que nous, Congolais, Africains, nous avons trop tendance à accuser toujours l'autre. Le doigt accusateur pointé sur l'autre, mais en attendant, nous oublions qu'il y en a trois qui nous pointent à notre tour. Voilà ce qui m'a amené à l'écriture. Je vois des choses tristes, ça me fâche, je me révolte, mais je ne peux pas prendre une arme. Et mon arme à moi, c'est la plume. Et quand je prends la plume, je défends les faibles. Et quand le faible lit, il se dit, oh, au moins quelqu'un qui a parlé à ma place. Et il se sent un peu vengé. À ce moment-là, je deviens la voix des sans-voix. Et je suis obligé de continuer à écrire. Vous savez, moi, quand j'étais à Paris, je vous ai suivi une fois un spectacle de donné en Belgique. Oui. Et je me suis dit, mais ces côtés satiriques, Oui. hein, ces côtés humour noir Oui. de Pichi Banda, c'est sa personne qui est comme ça? Ou c'est parce qu'il est, comme vous venez de le dire, révolté par l'injustice? Non, c'est ma personne qui est comme société. ça. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans une situation d'injustice, où vous avez un ennemi devant vous, Oui. posez-vous la question, est-ce qu'il faut opposer la force à la force? Ou est-ce que parfois, il suffit de vous replier comme les judokas, vous vous repliez, vous donnez seulement l'évier à celui qui est devant vous, qui est beaucoup plus fort, et avec sa propre force, il se casse les dents. Ça, c'est un peu moi. Et vous arrivez dans un pays qui n'est pas le nôtre, la Belgique, ce n'est pas mon pays. Et vous avez quelqu'un qui se montre peut-être méchant vis-à-vis de moi, un peu raciste. Mais moi, je suis de celui qui ne va pas souffrir. Je me dis, mais dans mon propre pays, j'ai été discriminé. Je ne vais pas m'étonner qu'on me discrimine ici. Mais j'ai mes méthodes pour désarçonner les gens. Désarçonner, c'est quoi? C'est... Rappelez-vous comment je me suis présenté dans le village où je suis arrivé. Oui. Mais j'arrive à la Dans maison. un village belge. Dans un village belge. Oui. Et je me sens seul. Je prends ma chaise, je mets en dessous d'un arbre, avec l'espoir que les voisins me verront, ils viendront me dire bonjour. Et il n'y a personne qui vient. J'ai dit, on me voit ou on ne me voit pas? Alors à ce moment-là, je me sens triste. Mais en collaborant, en téléphonant mes enfants qui étaient restés au pays, un de mes enfants me dirait, mais papa, comment peux-tu dire que tu es tout seul? N'y a-t-il pas de gens dans le village où tu habites? Mais j'ai trouvé cette question tellement profonde de la part d'un enfant. Je me dis, mais en effet, il y a des gens. Mais s'il y a des gens et que je me sens seul, on fait quoi? Alors là, c'est l'Africain en moi qui s'est réveillé. Parce que même dans notre culture, si tu meurs de faim, on va dire tu es orgueilleux. Tu es mort de faim par orgueil. Est-ce que tu as sonné à cette porte-là, on t'a refusé à manger? Est-ce que tu as demandé de l'eau à boire là-bas, on t'a refusé? Ou bien est-ce que par orgueil, tu n'as pas sonné parce que toi-même, tu n'aimes pas partager? Vous voyez? Alors à ce moment-là, je vais à la messe. Alors, j'entends une chanson. Oui. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Et là, je demande au curé, avant qu'il ne bénisse les gens, 5 minutes s'il vous plaît, monsieur le curé. Il me donne la parole et je dis à l'assemblée, la chanson de tout à l'heure m'a touché. Vous avez chanté l'étranger. Vous vous êtes demandé s'il ne veut pas avoir à votre table un peu d'espace et d'amitié. Eh bien, l'étranger dont il a été question dans votre chant n'était pas loin. Mais voici, je suis là. Y a-t-il un peu de place à votre table? Et qu'est-ce que j'entends? Des applaudissements. Magnifique. Et c'était parti, hein. On a raconté partout. Ah ben, c'était ça. Au point qu'aujourd'hui, chez moi, le bourgmestre peut sonner. Quelqu'un sonne et j'ouvre, c'est le bourgmestre. Il me dit... Qui vient chez vous? Oui. Et il me dit, j'ai appris que chez vous, on peut venir. J'ai dit oui, je suis l'Africain du village. Chez moi, on peut venir. Et vous n'avez pas besoin de prévenir. Il y a toujours quelque chose pour celui qui arrive. Bah, je viens vous dire bonjour. Et le bourgmestre s'installe et nous parlons. Et puis quand il a fini, au revoir. Et même ma femme, quand on est assis le soir, elle me voit sortir à 19h. Elle dit, toi aussi, tu exagères. Hein? Et je vais chez mon voisin en face, Jean-Paul. Je sonne. Jean-Paul vient vers moi avec l'air de quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il y a comme problème? Et il me voit m'installer. Il s'est dit, il se repose pour me dire enfin les problèmes. Et je lui dis, je viens parler. Bon, Je viens parler. mais en attendant, c'est un homme intelligent aussi. Hein, Oui. Ok. Mais il attend un problème. Il attend Le un problème. sujet. Il n'y a Hein. pas de sujet. Je suis venu parler. 3 mois après, c'est Jean-Paul qui sonne chez moi. Je viens parler. Ah. Alors là, les Européens, ils aiment ça. Ce que les Européens nous demandent, ce n'est pas nos diplômes. Ce n'est pas le m'as-tu vu. Non, les Européens, ce qu'ils veulent, c'est qu'est-ce que tu m'apportes de chez toi? De chez toi. Oui. Qu'est-ce que tu m'apportes qui puisse améliorer ma vie, même sur le plan psychologique? C'est pour ça que tu me vois dans une salle
avec 600 personnes, j'entonne une chanson en Tchoulouba. Je dis répétez, il répète, et je chante, tout le monde chante, et les Blancs Et sont vous êtes contents. capable de faire chanter les Belges en Tchoulouba. Ah oui, oui, oui. Et ils chantent. Oui, ils chantent. Il y a des DVD où ils chantent, les Belges. Alors, revenons un tout petit peu à notre société, à nous, Pichi Banda. Vous êtes un grand observateur Oui. des Kassaïens, des Katangais, des Kinois, enfin, vous êtes maintenant en Europe. Est-ce que vous pensez que cette société manque de sincérité, l'âme de sincérité? Je pense que notre problème, nous, les Congolais, je parle de nous, les Congolais, Oui. nous avions notre culture. Les Européens sont venus avec leur paradigme à eux. Ils nous les ont imposés. Et puis nous avons pris l'indépendance, mais nous avons gardé les paradigmes des Européens sans les avoir maîtrisés. Ça, c'est notre problème. Parce que maintenant, en Europe, Pichi Banda peut avoir fait un crime. On me met en prison. Et on le dit à la télé, Pichi Banda est en prison pour 2 ans pour ceci et cela. Et puis un jour, vous entendez à la télé, mais tiens, il y a une autre affaire qui vient de sortir. Il semble que Pichi Banda était dedans aussi. Et là, on me sort de la prison pour que je vienne me défendre sur l'autre affaire. Et si on me condamne encore, on va vous dire sur les 2 ans de première affaire, on vient de lui ajouter encore 3 ans pour l'affaire récente parce qu'il est incriminé là-dedans. Et parfois, nous les Africains, on dit, oh, vous exagérez. Ah oui, il doit payer de tout ce qu'il a fait comme mal. Mais ici, si jamais moi je vole, vous me jugez, vous me mettez en prison. Mais je vois les miens, au pluriel, Oui. au lieu de dire, mais est-ce que le jugement a été bien fait, ils vont dire, mais est-ce qu'il est le premier à avoir volé? Voilà. Ça, c'est un problème. Hein? Est-ce qu'il est le premier? Hein? Non, laissez-le tranquille, c'est pas le Les premier. autres en volent aussi. Mais oui, mais ça, c'est pas un argument. Et nous ne pouvons pas avancer si nous gardons une solidarité africaine, mais même jusque dans le mal, avec des paradigmes d'aujourd'hui. Tu vois? Alors à ce moment-là, aujourd'hui, vous avez une caisse, mais elle est destinée à quelque chose. C'est pas votre poche à vous. D'ailleurs, moi, quand j'arrive ici, parfois je pleure. Parce que quand j'arrive ici et que je rentre, on va me demander, qu'est-ce que tu as vu? Je vais répondre, j'ai vu 2 Congos. J'ai vu le Congo des uns et le Congo des autres. Et si vous me demandez, explique-nous, je vais vous dire, cet avant-midi, j'étais à l'école, dans une école. J'ai fait une animation avec des élèves. J'ai regardé le prof. J'ai eu pitié. Du prof. Oui. Dans la capitale. Oui. Son allure, ce qu'il présente. Ça me va loin parce que j'ai été prof. Donc je me suis dit, j'aurais été encore ici, je serais encore comme ça. Et en attendant, il y a des élèves à qui il donne cours. Laissez-moi vous dire. Oui. Au Katanga, il y a une bonne école qui s'appelle lycée Lubusha de Luisha, où il y avait des enfants des cadres. J'ai été directeur dans cette école-là. Bon. Mais maintenant, il y a certains de mes collègues qui étaient mes profs pendant que j'étais directeur, sont encore professeurs. Mais en attendant, les élèves que nous avons formés sont devenus des gens dans la vie. D'en haut. Et alors, il y a des élèves qui se sont réunis pour dire, et nos profs là, ils ont fait une caisse. Et de temps en temps, ils vont rendre visite au professeur pour lui remettre une enveloppe. Et j'ai dans mon téléphone une image où on remet au professeur l'enveloppe. Il s'est mis à genoux pour dire merci. Le prof. Oui. Il s'est mis à genoux pour remercier. Or, le prof, c'est un peu le modèle. Mais oui. C'est un peu le père qu'on n'a pas. Mais oui. Alors, vous voyez, à ce moment-là, moi, je vais vous demander. Je demande parfois à quelqu'un, monsieur, combien vous touchez par mois? Ah non, je suis en train de réclamer qu'on me donne 10 000 et je suis encore à 8 000. Je dis, très bien. Vous allez à la maison, son domestique, il a 50 $ par mois. C'est pas normal. C'est un être humain. Le professeur de ses enfants, il a 100 $ par mois. C'est pas normal. C'est un être humain. Moi, ça m'est... Alors, parlons un tout petit peu, parce que cette émission est intitulée L'élite congolaise, où est partie ta conscience? Vous faites partie de l'élite quand même, oui. Pichi Banda. Oui. Les écrivains, vous êtes psychologue, vous êtes un grand observateur, vous avez formé des générations de Congolais. Mais à un moment donné, on se rend compte que vous, l'élite, vous avez démissionné. Il n'y a plus de référents. Oui. Très bien. Mais là, je vais vous répondre que dans la vie, chacun d'entre nous, nous écrivons l'histoire. Il y a l'histoire avec grand H et l'histoire avec petit H. L'histoire avec grand H, c'est l'histoire que nous construisons tous ensemble. Nous, peuple congolais, nous allons de l'avant, nous construisons. Mais l'histoire avec petit H,
c'est lorsque vous, personnellement, vous dites avec mes aptitudes, avec mes possibilités, qu'est-ce que je peux faire personnellement pour le pays. Au moins, quand on va dire qu'avez-vous fait, vous pourriez au moins répondre comme un colibri, j'ai fait ma part. Les colibris, c'est un petit oiseau. Quand la forêt a pris le feu, il va dans la mer, il prend une petite goutte, il vient jeter dans le feu alors que le feu flambe. Et les autres animaux lui disent, colibri, à quoi tu joues là? Hein, cette goutte d'eau là, ça peut faire quoi? Et il a répondu, j'ai fait ma part de travail. Alors quand je vous dis que j'ai construit 2 écoles, eh bien, si quelqu'un me dit, Pi Tchibanda, tu as démissionné, je n'ai pas démissionné, j'ai 2 écoles. Mais vous allez me dire, mais Pi, avoir 2 écoles, c'est bien. Mais en quoi est-ce que tu participes à l'histoire avec grand H? Mon cher ami, allez sur Internet, cherchez Pi Tchibanda, lettre au président Kabila, en 2006. Je lui ai écrit une lettre. Cherchez sur Internet, lettre au président Félix Tshisekedi. Déjà. J'ai écrit, ces lettres sont... Et vous dites quoi dans ces lettres? Bon, mais dans ces lettres, la dernière. Mais justement, dans ces lettres, oui. Je commence par Kabila, je lui dis, vous venez de prendre le pouvoir. 2006. Oui. Et je lui dis, il y aura des gens autour de vous. Il y en a qui vont vous vouloir du bien. Mais il y a aussi des prédateurs. Vous êtes libre de les écouter. Mais ça serait plus intéressant d'écouter aussi ceux qui, de loin, peuvent vous donner une idée sans rien espérer en retour. Alors je lui montre ce que j'estime être des priorités. Un enseignant, un infirmier, un citoyen ordinaire, il a droit aussi à la vie. J'explique et je lui donne mes conseils. Je l'ai fait. Gratuitement? Ah oui. Sans attendre rien en retour. C'est ça ma force, c'est de ne rien attendre en retour. Et la lettre a été publiée dans le journal La Libre Belgique. Et puis, c'est toujours des lettres ouvertes que je fais. Et quand Félix a eu le pouvoir, je lui dis, Félix, le temps de l'euphorie passé, eh bien, le plus dur arrive maintenant. Le plus dur? Oui. C'est maintenant qu'on va voir le peuple d'abord, à travers les actions. Et je lui ai fait une lettre. La lettre est partie. Mais laissez-moi vous dire que, bon, les lettres partent. Et c'est quoi le constat? Le constat est si on prend la dernière lettre, est-ce qu'on vous a même prévenu, enfin, on vous a rappelé pour plus amples précisions? Non, on ne m'a pas appelé. Mais comme c'était fait sans rien espérer en retour, mais au moins je peux vous dire... Au moins elle est publiée. Au moins elle existe. Oui, elle existe. Tout le monde peut la trouver sur Internet. Et on voit ce que je conseille. Parce que les conseils, nous pouvons les donner. Je suis un ancien professeur. Je viens d'écrire 4 livres de psychologie, donc les cours de psychologie qu'on étudie au Congo, en 3e, 4e, 5e, 6e, vous entrez en classe, à l'époque où on avait encore des livres, vous diriez aux élèves, prenez votre livre de psycho, c'est votre serviteur qui vient de l'écrire. Oh. Et je ne l'ai pas écrit comme ça, en respectant le règlement du Congo, le ministère, en me soumettant au contrôle, et j'ai obtenu l'agrément du ministère. Donc, vous avez les numéros d'agrément, 4 livres de psychologie publiés par votre serviteur. Vous voyez, ça c'est ma manière. Alors parlons un tout petit peu de psychologie, parce qu'on dit de nous, Congolais, que on a des problèmes mentaux. On a des problèmes, d'abord de sincérité, on l'a dit tout à l'heure, mais des problèmes aussi des connaissances de l'environnement qui est autour de nous. On ne sait pas évaluer, hier le Belge qui était chez nous, les Libanais, les Portugais, aujourd'hui les Chinois ou l'Indien qui commence à prendre le contrôle. On a l'impression que les Congolais est un peuple aléatoire. Même le Rwandais a une psychologie plus supérieure aux Français, enfin aux Congolais entre guillemets. Il y a un Belge qui me donne un témoignage, qui me dit, Monsieur Tchibanda, votre pays là, vous avez encore du chemin. Je lui dis, pourquoi vous me dites ça? Il me dit, j'ai un four pour les cuivres, hein, pour les lingots de cuivre. Oui. C'était il y a 10 ans. Et alors, je l'ai loué aux Chinois. Un four? Oui. Donc je gagne de l'argent, me dit-il. Maintenant, sur le montant d'argent que je gagne là, je dois normalement payer à votre pays tel montant de taxes. Mais voici ce qui se passe. Dès qu'on arrive au moment où je dois payer, quelqu'un du bureau où la facture viendra me prévient déjà. Patron, vous allez avoir une facture qui vient. Mais je peux vous montrer comment arranger les choses. Oh! Et la facture arrive, imaginez que c'est 100 000.
Mais puisqu'on lui permet à ce monsieur-là de payer par tranche, et le type il lui donne une idée, il dit, accepte d'abord. Mais dites à celui qui vous demande, je ne peux pas payer en une fois, je payerai par tranche, parce que c'est permis. Et ajoutez, si vous ne voulez pas que je paye par tranche, alors je vous donne les tiers. Vous allez voir comment il va réagir. Et le type est venu avec la facture, il dit c'est autant, et le blanc a dit je paye par tranche. Ou alors si vous voulez, je vous paye les tiers. Le type a préféré les tiers. Oh! Et au nom de l'État. Mais quand il préfère les tiers, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que si j'accepte que ce soit échelonné et que nous commençons en janvier, qui peut me garantir qu'en décembre, ça sera encore moins? Tu vois? Par peur de perdre son poste. Et que l'autre qui viendra va en profiter, et lui, il veut tout de suite avoir. On ne prévoit pas loin. Quand j'ai fait mon travail en Belgique, si j'ai eu beaucoup de succès, c'est parce que je travaille avec les Européens. Les Européens sont capables de me dire, Monsieur Tchibanda, prenez votre agenda. Je prends mon agenda, on me dit, est-ce que tu peux venir nous rejoindre en France le 22 juin 2022 ou 2023 Et je prends mon agenda, 2023, la date est déjà signalée. Mais si les téléphones sonnent, Tchibanda, dit nous avons besoin de vous, hein, s'il vous plaît, c'est très important. Là, c'est des Congolais. J'ai dit, pour quand? Pour demain. Mon vieux. Demain, quand est-ce que je... Donc, planifier. Mais alors, pour demain. Oui. Or là, c'est un problème de croyance et de superstition. Le Congolais va dire, dans 2000, qui sait si on sera encore là? Oh! Hein? L'homme propose, Dieu dispose. Si vous projetez trop dans le temps, c'est que vous voulez vous montrer maître du temps, alors le temps va vous montrer que vous n'êtes qu'un homme vulnérable. Oh, le blanc, lui, il planifie son temps. Ah oui, il planifie. Donc, psychologiquement, on a ces problèmes de planification. On ne planifie pas. Quand vous étiez en Europe, vous êtes dans un bureau, vous voyez votre collègue de bureau qui téléphone à sa copine. Ma chère, je suis enceinte, 2 semaines. Et nous, les Africains, parce que chez nous, on ne le dit pas. Chez nous, une femme qui est enceinte, et toi, tu vois, tu es enceinte. Tu as vu. Pourquoi tu as vu? Pourquoi tu as vu? Si quelque chose m'arrive, c'est toi. Tu vois? Parce qu'on pense que le mauvais il peut provoquer que je perde cette grossesse. Le père de cette... C'est ça. On refuse de voir. Et pourquoi on n'annonce même pas les voyages? Quand Mais on veut voyager, justement parce qu'on pense que quelqu'un va empêcher le voyage. quelqu'un va empêcher le voyage. Mais les Blancs, ils vous disent, je voyageais tel jour à telle heure. Oui, oui. S'il y a un problème, ils le maîtrisent. Mais nous, la superstition, la croyance... Laisse-moi vous donner un autre bel exemple. Oui. À l'époque, vous avez eu des Européens qui viennent chez nous, dans le cadre de la coopération, ils ont des bourses d'études. Mais à un moment, ils ont dit, on ne donne pas n'importe qui, donnons aux médecins parce qu'ils sont utiles, donnons aux ingénieurs agronomes parce qu'ils nourrissent les gens. Tandis que les psychologues, les philosophes, ça c'est des profs, ils parlent, ils font rien, c'est ce qu'ils pensent. OK. Et on forme les agronomes, on donne des intrants pour cultiver. Et quand on vient pour contrôler, on ne voit personne qui a fait un champ qui soit digne d'être vanté. Mais vous savez pourquoi? Non. Parce que personne dans le village n'a voulu faire un champ qui sorte de l'ordinaire. Pourquoi? Il va être accusé d'avoir, par sorcellerie, volé les produits du champ des autres. C'est venu sortir dans son champ à lui. Alors à ce moment-là, personne ne veut se faire remarquer. Personne ne veut sortir de l'ordinaire pour ça. Mais il faut qu'on aille au-delà. Qu'est-ce qu'il faut pour que psychologiquement, qu'on ait cette culture de planification, d'anticipation et de confiance en soi? Il faudrait que... Je ne connais pas la structure des ministères ici. Oui. Nous avons besoin d'un autre ministère ou que le ministère de l'Éducation prenne un peu notre aspect là où on dit éducation. Éducation à la citoyenneté. Mais ça existe, hein? Oui, mais alors... Mais on ne sait pas ce qu'ils font. Oui, mais alors... Bon, il y a quelques affiches où on peut mettre dans la ville. Bon, ça s'arrête là. Mais qu'ils fassent de l'éducation communautaire. Il y a des radios. Au Burkina Faso, on est assez avancé. Ah oui. Et vous avez dit qu'au Burkina, on sait déjà conserver les mangues. On les sèche. On sait déjà faire même les bananes plantains, on sait les mettre dans les sachets. Ils sont allés quand même un peu plus fort. Mais nous, on est là. Regarde, mais tu sais pourquoi on est sous-développé aussi? Non. Tu as un manguier. Imaginez que sur un manguier poussent 1000 mangues. Mais quand tout sera fini, sur les 1000, tu n'auras mangé que 200. Les 800 ont été gaspillés. Parce que celui qui veut cueillir un mangue, il dit, cette mangue est mûre. Et il prend un caillou.
et toute une grappe de mangue tombe. Et l'autre dit non, c'est pas celle-ci, c'est l'autre là. Oui. Encore une pierre. Paf! Une autre grappe tombe. Pour une mangue, on a fait tomber 40 mangues qui vont pourrir, dont personne ne s'occupe. J'ai envie qu'on vous écoute un tout petit peu, Pichu Banda, parce que c'est tellement passionnant, parce que vous voyez, c'est très rare d'avoir un homme d'un tel niveau de réflexion et qui analyse les choses banales de la vie, mais avec beaucoup plus de pertinence. La régie, écoutons un peu Pichu Banda. Cette fois-ci, c'est une fille européenne qui vient. Des larmes jusque-là. Monsieur, je vais me suicider. Je dis, oh, arrête-moi ce verbe-là. Je l'ai beaucoup entendu conjuguer depuis que je suis en Occident. Mais c'est quoi ces pays où les vieux n'ont pas envie de mourir, les adultes n'ont pas envie de vieillir, ce sont les enfants qui veulent se suicider. Nous, on a fui la mort en Afrique, non? On est venu chez vous croyant qu'il y a la vie. Et vous voulez mourir. Et votre pays, vous allez les laisser à qui? Alors, régularisez tous les Africains. Comme ça, on prend votre pays après. Je reviens à la fille belge. Je lui dis, ma fille, pourquoi tu veux mourir? Laisse-moi te raconter. Nous, en Afrique, allez un peu en Afrique, faites un sondage auprès des Africains. Dès que vous voyez un Africain qui passe, appelez-le. Dis, tu penses que Dieu existe? Il va dire oui. Demandez-lui, est-ce que Dieu est bon? Il va dire oui, oui. Est-ce qu'il est parfait? L'Africain vous dit non, Dieu n'est pas parfait. La preuve, il a créé la mort. Il n'aurait pas dû créer la mort. À partir du moment où il a créé la mort, il n'est pas parfait. Pour vous montrer à quel point nous, on aime vivre. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire que mon grand-père nous racontait au village. Eh bien, imaginez une fois un village où les gens vivent heureux, mais pas tout à fait heureux. À l'idée qu'un jour la mort viendrait, les gens devenaient tristes. Voilà qu'un jour, 3 jeunes gens du village, ils vont voir le vieux. Vieux, montre-nous où se cache la mort. Nous allons tuer la mort, comme ça il n'y aura plus personne qui mourra dans notre village. Et le vieux qui leur dit, on n'a jamais tué la mort. Même si vous lui faites la guerre, vous allez la différer. Mais tôt ou tard, c'est la mort qui vaincra. Regardez votre nez. Il est incliné vers le sol, non? C'est un signe que tous nous irons dans le sol. Non, nous, on a des armes. Tu nous montres où elles se cachent, nous tuons la mort. Ils insistent. Le vieux dit, très bien. Vous voyez la forêt qu'on voit par là? Vous allez tout droit. Vous la contournez par la droite et vous entrez là-dedans. Cherchez bien. Vous verrez un grand arbre avec un tronc tout blanc. Cherchez bien autour de cet arbre-là. Vous verrez la mort qui se cache. Et ils prennent les arbres, et ils courent, ils arrivent dans la forêt, et ils cherchent, et ils voient l'arbre. Ils commencent à chercher tout autour de l'arbre, ils ne voient pas la mort. Et ils se mettent à appeler, mort, où est-ce que tu es? Et la mort ne se montre pas. Lâche, maintenant tu te caches, et tu viendras la nuit, sur les pointes des pieds, nous prendre des êtres aimés. Montre-toi maintenant, on va se battre. Et la mort ne s'est pas montrée. Alors il y a un qui dit à ses copains, mais peut-être que le vieux n'a pas voulu que nous affrontions la mort. Et si on retournait lui poser la question? Il décide de retourner. Il marche, mais juste au moment où ils vont sortir de la forêt, il y a un qui regarde par terre, il voit comme une caisse enfouie dans le sol. Eh, venez! Et il montre la caisse. C'est quoi ça? Et ils creusent, ils exhument une caisse. Ils ouvrent, c'est pas la mort qui était dedans. Il y avait un trésor. Oh, regarde le vieux, nous on lui demande de nous indiquer où se cache la mort. Et lui nous envoie trouver un trésor. Raison de plus pour tuer la mort. Comme ça, nous allons profiter de notre trésor. On se partage? Le plus sage des trois dit pas si vite. Nous ne savons pas qui a mis ça là-dedans. Ça peut nous porter malheur aussi. Hein. Si vous voulez, on fait d'abord un rite et puis on se partage. Oui, mais le rite, il faut du vin. Nous n'avons pas du vin. Ah bien, on va tirer au sort. On désigne quelqu'un parmi nous trois. Il rentre au village acheter à boire. D'accord? D'accord. Il tire au sort. Il désigne l'un d'entre eux. Surtout, tu ne dis rien à personne. Hein. Tu arrives au village. Tu achètes à boire et tu ramènes ici. Tu ne dis rien. Je ne dirai rien. Et le type, il est allé au village. Pendant qu'il est parti, les deux qui sont restés là, voilà qu'il y a un qui dit à son ami, hé, et si on les tuait à son retour? Comme ça, au lieu de partager en 3, nous partageons en 2. Nous serons encore beaucoup plus riches. Ouais, d'accord, tape là. S'entendre comme ça. Et le type, il est arrivé au village, hein. Et le type, il a acheté à boire. Et le type, il est sur le chemin de retour. Mais sur le chemin de retour, lui aussi, il a une idée géniale. Et si j'ai tué mes 2 amis là, comme ça, au lieu de partager en 3, je garde tout pour moi. Et il prend du poison, il met dans les 2 bouteilles. Et il court. Il arrive dans la forêt.
Il s'incline à peine pour déposer les bouteilles. L'un avec un gourdin, pas sur la nuque. Le type, il tombe, raide mort. Et chacun prend sa bouteille. À la santé, à la santé. Et dès qu'ils ont fini chacun sa bouteille, je vous assure, ça n'a pas pris 3 minutes. 2 minutes à peine, le premier, j'ai mal au ventre. Le deuxième, moi aussi, il commence à vomir. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Trop tard, il était déjà mort. Ils comprennent que le type a eu la même idée que, mais on va mourir, courons vite au village, nous faire soigner. Ils se mettent à courir. Le premier fait à peine 12 mètres. Il tombe, il meurt. L'autre fait 13 mètres. Il tombe, il meurt. Ils sont morts tous les 3. Vous voyez, ils cherchaient la mort, n'est-ce pas? Ils l'ont trouvé. Hein? Ne perdez pas le fil des idées. J'ai mon fils qui me dit, papa, est-ce que tu as la preuve que Dieu existe? J'ai ma fille qui me dit, et si je me marie avec un Européen? J'ai cette fille belge qui veut se suicider. Maintenant, je reviens à la fille belge. Ma fille, dis-moi, pourquoi tu veux te suicider? C'est à cause de ma maman. Oh, arrêtez d'accuser vos mamans. Je ne connais pas une seule maman au monde qui ne soit pas pour l'intérêt de son enfant. Mais pourquoi vous les jeunes, à l'adolescence, là, quand votre crise vous perturbe, vous accusez tout le temps maman, papa? Elle ne vous a rien fait, ta maman. Qu'est-ce qu'elle a fait, ta maman? Elle ne veut pas que j'aille dormir chez mon copain. Ah, c'est ça le problème. Tu as quel âge? J'ai 15 ans, mais je me sens prête. Moi, quand un enfant me dit j'ai 15 ans, je me sens prête, je lui dis montre-moi un peu ton bulletin. Et je vous dis, le bulletin n'est pas toujours prêt, lui. Hein? Et moi, vous savez, quand vous avez dans des familles où ça ne va pas, où les enfants ont des mauvais bulletins, hein, vous savez les voir même à partir de leur habillement. Le pantalon, il est sur les fesses. Et quand il marche, hein, les jambes sont écartées pour que le pantalon ne tombe pas. Vous lui dites, mais comment veux-tu réussir, mon fils? Au lieu de t'habiller normalement, tu marches, le pantalon serré, tu réfléchis à ce que tu as étudié à l'école. Toi, tu es le pantalon là, préoccupé par les fesses, parce que le pantalon va tomber, et tu marches comme ça. Et quand on leur dit, vous savez ce qu'ils nous répondent? Papa, t'es pas branché. Je lui dis, mais c'est pas bon, mon fils. Papa, t'es out, t'es pas in. Je lui dis, va demander à ton papy qui a fait la guerre mondiale. Il va te le dire, hein, pendant la guerre. Si on fait de vous un prisonnier de guerre, une chose qu'on va vous confisquer pour vous affaiblir, vous savez c'est quoi? C'est la ceinture, tiens. Et quand vous avez un pantalon qui tombe, vous êtes faible, vous ne savez plus vous battre. C'est pour ça que dans votre langue, vous avez même une expression, serrer la ceinture, tiens. Pichibanda. Oui. Si je n'étais pas seul sur le plateau, j'allais vous applaudir parce que c'est très profond, ces deux pièces. Comment vous écrivez vos textes? Je puise dans la société traditionnelle. Vous avez entendu des proverbes là-dedans, des contes. Quand on était tous des jeunes, autour du feu le soir, les parents, nos mamans nous racontaient des histoires. Même la chanson que j'entends pour faire chanter les Belges, c'est une chanson apprise de ma mère. Donc nous devons avoir confiance en nos valeurs. Les Blancs, ils en sont friands. Je vous signale qu'aujourd'hui, il m'est arrivé comme ça de passer dans la ville et je vois un jeune homme de 14 ans qui s'arrête. Pichibanda, s'il vous plaît, demain vous venez manger chez nous, vous et votre femme. J'ai dit, mon ami, tu penses que moi on m'invite comme ça, que je n'ai pas un agenda? Et l'enfant, je vois des larmes, s'il vous plaît. Quel que soit votre programme, Pichibanda, venez chez nous demain. J'ai dit, tu vas m'expliquer pourquoi tu insistes tant. L'enfant me dit, j'ai perdu mon père, monsieur, il y a 6 mois. J'ai dit, je ne vois pas des rapports avec moi. Je dis, mais maintenant c'est ma mère, on vient de lui trouver un cancer. Elle doit aller à l'hôpital après-demain, mais elle n'a pas le moral. Or, ma mère, elle t'aime beaucoup. Elle a vu ton spectacle plus de 5 fois. Et quand tu vas lui demander, maman, mais qu'est-ce que 5 fois? Il dit, oui, mais ce monsieur, il a quelque chose que j'aimerais avoir. Il a une certaine force de résilience. Vous êtes positive. Oui. Alors, j'aimerais, comment il fait? Il y a des ondes. Voilà. J'aimerais bien avoir ça. Alors, l'enfant me dit, l'invitation que je te fais là, ma mère n'est pas au courant. Viens, monsieur, s'il vous plaît. À ce moment-là, au maximum, vous allez lui donner cette énergie-là. Et elle va aborder la chimiothérapie avec courage. Au minimum, je lui aurais fait rencontrer quelqu'un qu'elle admire, même si elle doit décéder. Une invitation comme ça, on ne refuse pas. Et je suis allé. C'était une surprise. Et la dame, elle était en train de nettoyer, je ne sais pas quoi. Et l'enfant, il dit, maman, mes invités sont là. Il dit, attendez. Elle se lave les mains, elle se retourne vers moi, elle avance,
Elle me voit, elle dit non, c'est pas vrai. Elle commence à reculer, Je dis, madame, c'est vrai, c'est moi. Elle vient, on s'embrasse. Nous avons mangé ensemble. Et je lui ai dit, madame, vous allez à l'hôpital après-demain, oui. Et qui vous amène? Elle dit, je prendrai un taxi. J'ai dit, le taxi, c'est moi. Et je suis venu la prendre. Je l'ai amenée à l'hôpital. Et comme tous les médecins me connaissent là-bas, je leur ai dit, ça, c'est mon malade. Hein. Et à la dame, avec énergie et force. Et je lui ai suggéré quelque chose. Madame, ton mari est déjà décédé, n'est-ce pas? Tes 2 enfants n'ont plus que toi. Hein? Tu dois guérir. Je t'ai amené ici, je dois venir te reprendre. Promets-moi que je te reprendrai. Il dit, je te promets, monsieur. Et puis 2 semaines après, nous l'avons repris, elle est guérie. Je n'ai pas fait un miracle là, mais... Psychologiquement, vous avez contribué. Voilà. Vous voyez, nous en sommes là. C'est pour ça que les Européens m'apprécient. Ils m'ont donné 2 médailles. Hein. J'ai été décoré. Ah oui? Je suis citoyen d'honneur de Brabant-Wallon. Et je suis officier de l'ordre de Léopold. Et ici? Ici, je ne suis rien. Et à chaque fois qu'on me donne ma médaille en Europe, on me demande de faire un discours. Et souvent, j'ai des larmes aux yeux. Mais j'arrive à blaguer aussi. Hein. J'ai dit, vous me donnez la médaille de Léopold II? Léopold II qui a coupé les mains de mes ancêtres. Qu'est-ce qu'on va dire au Congo? Et là, il me dit, non, monsieur, la médaille, c'est de Léopold. Ce n'est pas de Léopold II. Léopold perdu de Léopold II. Ok, là, on m'a tranquillisé. Et puis, je leur dis, bon... Et puis, je dis aussi, je suis triste. La médaille, il a fallu que je quitte mon pays pour l'avoir en Europe. Et puis, Chibanda, quand vous parlez, on sent qu'il n'y a aucun complexe d'accent. Pourtant, les Congolais, les Africains, lorsqu'ils vont en Europe, ils font semblant de singer, de chocobiter, comme on dit à Paris. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Oui, alors, mais où est-ce que vous abordez? D'abord, vous parlez un français parfait, excellent. L'accent, oui. Oui, mais avec accent. Oui. Est-ce qu'ils comprennent votre accent? Les Européens n'aiment pas que tu leur montres que tu sais. Les Européens n'aiment pas que tu montres comment tu châties leur langue. Les Européens veulent voir ce que tu as comme valeur, comment tu prononces, comment tu roules l'air. Ils aiment. Et tu arrives en France, ils disent, ah, les gars, ils parlent le français mélangé au flamand, parce que le français, il est de la Belgique. Oui. J'arrive au Canada, je commence à parler toute la salle, ah, c'est un Belge. Parce que les Canadiens à Montréal, c'est autre chose. Hein? Oui, oui, absolument. Donc, je n'ai aucun complexe. Et une dame belge un jour me dit, s'il vous plaît, monsieur, ne viens pas nous jouer aux petits français. Hein. Oui. Garde ton accent. C'est ça que nous aimons. Donc, notre accent, c'est du charme. Et puis, ils comprennent bien tout ce que vous dites. Mais ils comprennent tout. Prends une fille sénégalaise, hein, qui vous parle la langue, je ne sais pas laquelle. Wolof. Wolof. Oui. Mais si c'est une fille qui parle français bien, avec un accent Wolof, mais c'est chantant, je t'assure. C'est beau à entendre. Et les Européens aiment ça. Et pourquoi nous, on singe? Depuis les évolués d'autrefois. C'est ridicule. C'est pas ça qu'on nous demande. C'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande d'être ce que nous sommes. Je vous signale, M. Kassamba, que en Belgique, tous les partis politiques sont venus me demander de me mettre sur leur liste électorale. Oui, justement, j'allais poser cette Mais question. j'ai refusé. J'ai refusé pourquoi? Parce que je veux être au-dessus de la mêlée. Quand vous êtes un homme de culture, vous êtes un leader d'opinion. Le leader d'opinion ne doit pas choisir son camp. Si vous choisissez son camp, il y a tellement de gens qui vous aiment dans les autres camps, ça peut être difficile, vous voyez. Alors il vaut mieux rester au-dessus de la mêlée. Est-ce que c'est facile? Parce qu'on sait que quand vous êtes en Europe, comme vous par exemple, vous êtes très chouchouté, tout le monde vous aime, etc. Oui. Quelques avantages. Ça prête toujours, comment tu dirais, l'envie de devenir belge, de devenir bourgmestre, de devenir le nègre bien intégré, qui est devenu plus belge que le belge. Ouais. Oui, mais pourquoi vous ne faites pas ça? Je ne fais pas ça parce que les pays que j'ai visités avec mes spectacles, j'ai visité aussi la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française. Mais quand j'arrive dans ces pays-là, je vais prendre l'exemple de la Martinique, parce que j'y ai rencontré Aimé Césaire, que j'ai connu, et il m'a donné un message pour les Africains. L'icône. J'arrive dans ces pays-là, je vois un noir comme moi, mais instinctivement, sans réflexion, j'ai envie d'ouvrir les bras et de dire mon frère qui était parti. Et vous le savez bien, quand j'ouvre mes bras, mon frère n'a pas envie que je le serre. Hein. Pourquoi? Ah oui. À Paris, tu peux avoir 2 femmes noires qui s'insultent. Une est de Guadeloupe et une est du Congo. La Guadeloupienne traite la Congolaise de sale nègre. Oui, oui. Mais justement, c'est ça. L'Africain. À ce moment-là, vous les Africains. Voilà. Et là, je pose la question. Mon frère, je viens vers toi. Pourquoi tu me rejettes?
Eh bien, c'est la manière dont on leur a appris l'histoire de l'esclavage. Les Blancs, pour se dédouaner, leur ont dit, ce n'est pas de notre faute, vous avez été vendus par vos frères. C'est comme ça qu'on a résumé. Donc, dès qu'ils nous voient, ils voient l'ancien marchand d'esclaves. J'ai dit, mon ami, vous ne pouvez pas être assez intelligent pour vous comprendre que un jour, quelqu'un est allé peut-être dans la forêt, on l'a arrêté, et dans la famille, on fait un deuil jusqu'aujourd'hui. Alors, quand les descendants de celui qu'on pleure jusqu'aujourd'hui, et les descendants de celui qu'on a capturé se retrouvent, vous allez traiter que l'autre c'est un esclavagiste. Alors à ce moment-là, j'ai dû aller au Sénégal, visiter l'île de Gorée et me faire raconter l'histoire de l'esclavage vue d'Afrique. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Rendez-vous sur l'île de Gorée ». Et dans ce livre, j'explique l'histoire de l'esclavage vue d'Afrique pour corriger un peu l'idée qu'ils avaient. Mais Aimé Césaire, quand il m'a vu, il a appris que j'étais dans la ville. Il a dit, je vais voir cet Africain-là. On est suivi en direct, Chipanda. Oui. Les Congolais vous adorent. Ah, mais c'est Il y en a 3 questions là tout de suite. Il y en a une qui vient de Lubumbashi. Oui. C'est Laurent qui dit, mais Pichipanda, avec les relations que vous avez avec la Belgique, on vous aime beaucoup là-bas, Oui. pourquoi vous n'avez pas fait les plaidoyers pour le reste de Lumumba? Ah non, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Je suis en train de me battre. J'ai fait un spectacle qui s'appelle La valise de Mobutu. Mais dans la valise de Mobutu, je plaide pour les dents de Lumumba. Et même mieux que ça, j'ai pris un extrait de M. Sote qui avoue avoir scié Lumumba. Cet élément-là se trouve là-dedans. Au moment où je te parle, je suis sur un autre dossier de M. Lusinga. Lusinga, c'est un chef tabois qui, lui, on a tranché la tête. Et la tête est là-bas encore aujourd'hui au musée des sciences naturelles. Et je viens de terminer un scénario et un Congolais est en train de faire une bande dessinée. Donc il y a une part d'africanité en vous. Ah mais oui, je me sens quand même là, je dois parler pour les miens. Vous vous imaginez la tête de notre chef, elle est là, dans un carton. J'ai dit, mais comment vous voulez que la tribu soit calme? Leur chef est en train d'errer. Chez nous, on est calme que lorsqu'on a enterré. Et vous êtes, et encore c'est numéroté, hein. Allez sur Internet, regardez. Et dites-moi, de il y a une autre question de Patrice Ngani qui est à Dakar, pendant que vous parlez du Sénégal, qui dit, Monsieur Pichipanda, avez-vous pensé à organiser un de vos spectacles à Kinshasa? En principe, j'aimerais bien organiser mes spectacles à Kinshasa aussi. Oui. Mais en Europe, on vous parle tout le temps du confinement et les confinements refusent d'avoir dans la salle plus de 50 personnes. C'est ça. Il faut garder la distanciation. Mais lorsqu'on on va ouvrir tout ça. Ah oui, là, si vous m'appelez, je reviens. Je peux revenir même pour un mois, faire des spectacles. Je le fais partout, pourquoi ne pas le faire chez moi? Alors, Aimé Césaire, pour terminer avec lui, Oui. il m'appelle et il me dit, il me regarde dans les yeux, il me dit, vous êtes encore jeune, par rapport à lui, bien entendu. Il me dit, faites-nous une Afrique où il fait beau vivre. Pour qu'on ne puisse pas entendre ce qu'on entend déjà, c'était mieux du temps de la colonisation. Il prend sa main, il met sur son cœur, il dit, ça fait mal. Là, j'ai regardé par terre. Hein. Alors, il y a Tarsis Kalolo, qui est à Toronto, au Canada. À Toronto, oui. Je l'ai eu avec le décalage horaire. Il dit, donnez des bons conseils à Noël Chani pour la question des Congolités. Le pays évolue comme vous, mais lui, il recule. Et ça vous dirait de donner des conseils à Noël Chani, qui a dit que pour être dirigeant au Congo, il faut être de père et de mère. Sur ces chapitres-là, oui. Je suis en train de me poser la question, qui a le droit de se dire, moi je suis congolais, moi je suis de telle origine, etc. La manière dont moi j'ai été éduqué, je suis déjà d'un autre temps, n'est-ce pas? Si à l'école, toi tu es mon collègue, mais tu me cherches noise tout le temps, tu me mets des crocs en jambes, etc. Je pouvais te parler, comme on dit dans notre tradition, tu ne m'auras jamais. Tu ne sais pas où ma mère a caché mon cordon ombilical. Vous comprenez le symbolisme de cacher le cordon ombilical. On me met au monde. Ma mère garde le cordon ombilical, elle ramène à la maison, et la nuit, dans les bananiers là, elle va enfouir mon cordon ombilical. Pour que personne ne sache. Pour que personne ne sache. Et en même temps, elle me plante dans le sol, qui me relie à la vie. Et moi, mon cordon ombilical a été planté à Kolwezi. Mais si un jour quelqu'un vient me dire, tu vas en fait tes valises, t'es pas d'ici, ça me dépasse.
je peux lui dire, mon cordon ombilical est là. Vous voyez, donc ça c'est déjà une réponse. Une autre réponse, c'est de dire, pour moi, la congolité, c'est l'engagement que vous avez vis-à-vis de votre pays, l'amour du pays et l'engagement et tout ce que vous faites pour le pays. Je peux dire, je suis congolais, mais l'argent du Congo, je l'amène ailleurs. Je peux dire, je suis congolais, et les gens crèvent de faim, et moi je ne dis rien. Mais être congolais, finalement, c'est quoi? C'est les sentiments d'appartenance à une nation. Et ce que l'on fait pour ça. En Belgique, vous allez trouver en Wallonie quelqu'un qui s'appelle Van de Berg. Vous lui dites, mais vous êtes flamand? Il dit, non, oui. c'est mon père qui était flamand. Oh! Ah oui? Il dit, mon père était flamand, moi je suis wallon. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, mon père était flamand, mais moi j'ai choisi de m'installer en Wallonie, d'apprendre la langue de wallon, de travailler en Wallonie, de payer mes impôts en Wallonie, de construire la Wallonie. J'ai construit ma maison. C'est ça l'appartenance à... Et tout ça, on doit mettre ensemble. Mais je n'aime pas beaucoup discuter les individus, par rapport aux individus. Mais de manière générale, moi j'ai connu des gens avec qui on a joué depuis la petite enfance, on joue au billes, etc. Et puis aujourd'hui, vous me dites, oui, mais sa mère, elle était... Oh, ça, moi, ça me dépasse. Il y a un journaliste un jour qui m'a demandé, Monsieur Pichimanda, tu as donné cours à un tel, oui. Mais dites-moi un peu, sa mère, elle était de tel pays ou de tel pays? J'ai dit, mon ami, tu vois un professeur qui a 600 élèves, hein, il va se préoccuper de connaître les noms de chacun des élèves, et en plus, il va savoir... Est-ce que c'est un recul ou pas, ce type de débat? Mais c'est un recul, je pense qu'on rentre en arrière, il faut avancer. Il faut avancer. Est-ce que vous ne connaissez... Ah, un jour à Lubumbashi, je vois une femme belge, une blanche, hein, en train de pleurer. Et moi, je m'approche. J'ai dit, mais Jeannette, pourquoi tu pleures? Il dit, ces enfants-là, ils m'ont vu passer, ils ont crié Muzungu. Tu vois, une blanche pleure parce qu'on l'a appelée Muzungu. Blanche. On l'a appelée blanche. Oui. Et moi, je dis, mais pourquoi tu pleures? Elle me dit, après 50 ans d'Afrique, au service de vos enfants, que je soigne, que je vaccine, je suis toujours la blanche. Ah, ça m'est allé loin. Pichimanda, peut-être c'est votre côté psychologue qui joue un peu sur ça. Quelle est la dimension, on va dire, psychologique? Parce que vous êtes sexologue par ailleurs. Je suis sexologue aussi. Quelle est la dimension psychologique qui joue sur ça, sur l'équilibre? Sur l'équilibre, moi je vous dis que dans le temps on parlait en psychologie de la personnalité. Maintenant nous ne parlons pas de la personnalité, nous parlons du mode de fonctionnement. Comment fonctionne un tel, comment je fonctionne. Alors je vous signale très rapidement que nous avons chacun une structure de la personnalité. Et dans chaque structure, il y a trois noyaux. La perversion, la psychose et la névrose. Mais si tu regardes quelqu'un qui a la structure psychotique un peu trop exagérée, c'est quelqu'un qui n'est jamais coupable. La faute, c'est toujours à l'autre. Lui ne demandera jamais pardon. Il n'est pas coupable. C'est comme un fou. Un fou n'est pas coupable. Un fou enlève les vêtements. Il n'est pas coupable. Un fou jette... Il n'est pas coupable. Ça, c'est des gens qui ont surdimensionné leur structure psychotique. Mais vous avez la structure névrotique. Ça, c'est des gens qui, en cas de problème, ils s'accusent eux-mêmes. Ils culpabilisent. Ils culpabilisent. Or, il ne faut pas trop se culpabiliser, il ne faut pas exagérer. Il y a un équilibre. Alors, la perverse, c'est des gens qui éprouvent du plaisir quand l'autre souffre. Ah oui? Oui, le pervers, il a du plaisir quand l'autre souffre. Maintenant, chacun d'entre nous, nous avons en nous ces trois noyaux-là. Mais de par notre éducation, de par le travail que nous faisons, nous avons développer un peu plus l'un que l'autre. Qu'est-ce qui prédomine chez les Congolais, les trois? Ah non, pas, les Congolais sont différents. Chez moi, par exemple, c'est la structure névrotique qui prédomine. C'est-à-dire, je me sens coupable. C'est-à-dire, s'il y a un enfant qui crève de faim, je me sens coupable. Tu as beau me dire, mais Pichimanda, ce n'est pas ton enfant. Je vais te répondre, au nom de l'humanité, je suis coupable. Mais vous ne pouvez pas vous mettre en tête que, imaginez que nos enfants sont en train de crever, ils dorment comme ça. Mais les gens peuvent nous dire, vous les hommes là, vous n'avez pas honte. On va parler de votre dimension de sexologue tout à l'heure, mais j'aimerais vous poser les deux questions. Parfait qui est à Libreville, au Gabon. Il dit, si le président Tshisekedi vous nomme ministre de la Culture, quelles seront vos priorités? Si on me nommait ministre de la Culture, quelles seraient mes priorités? Mes priorités seraient d'aller voir dans nos valeurs traditionnelles ce qu'il y avait comme valeur.
pour les ressortir. Mais je vais aller voir aussi dans notre personnalité ce qu'il y avait comme frein, ce qui ne s'adapte pas au monde d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Dans notre culture, il est permis que quelqu'un qui meurt, ses enfants aillent chez le frère du défunt. Alors tu vas avoir chez toi et tes propres enfants et les enfants de ton frère. C'était permis, d'accord? Mais tout ça, c'était beau à l'époque où on cultivait. Parce que même les orphelins qui arrivent, ils peuvent venir aussi au champ, et revenir avec un fagot de bois sur l'épaule, aller piéger les rats, etc. Ils participaient un tout petit peu à leur éducation aussi. Or, les choses ont changé. Tu es en ville, une maison de 2 chambres. Et un jour, tu vois débarquer 10 enfants de ton frère qui est mort. Comment ça va être? Je vous assure, ça devient autre problème. Là, ta femme, qui est en train d'apprendre à devenir mère de 2 enfants, là, elle va passer de mère de 2 enfants à mère de 12 enfants en une fois. Là, sur le plan culturel, je vais dire aux gens, posons-nous un peu la question du nombre d'enfants que nous voulons avoir. J'ai vu des gens qui passent les radios-trottoirs, tu demandes à quelqu'un, tu as combien d'enfants? Il vous dit, j'ai 20. Oui. Tu dis 20, avec combien de femmes? Avec 3. Tu continues à avoir encore? Oui, encore. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, mais non, ça je vais... Donc tout ce qui nous retarde là, je vais sortir et faire des radios communautaires pour éduquer les gens à dire ça, il faut laisser tomber. Ça nous retarde. Tu as déjà vu quelqu'un qui est en Europe, il paye les études d'une fille ici. Mais la fille arrive en 6e des humanités, elle veut arrêter. Mais le pauvre, l'oncle qui a payé tant d'années, dit, mais ma fille, tu arrives en 6e. Et non, je veux me marier. Et ton mari, il fait quoi? Tu sais la réponse? Non. Un grand frère n'a pas poto. Avoir un grand frère, c'est un travail. Oui. Oui. Grand frère n'a pas poto. Et ça, c'est un argument. On va s'engager dans un mariage en comptant sur le grand frère qui est là. Moïse Kindou dit, il était à Luanda, en Angola. Il dit, Pichi Banda va-t-il retourner en Europe ou il est revenu chez nous définitivement? Ça, c'est votre compatriote qui est à Luanda qui pose la question. Pichi Banda n'est pas encore revenu définitivement. Oui. Mais en même temps, c'est une question piège. Parce qu'il y en a qui me le disent de manière crue. Oui. Tu parles, hein? Mais qu'est-ce que tu fais pour revenir? Tu sais ce que je réponds aux gens? Oui. Je suis là. Montrez-moi les bureaux où on fait l'examen d'admission pour accéder à quelque chose. J'irai. J'ai envie que Pichi Banda nous fasse chanter les Belges en Chiluba. Eh bien, quand j'arrive... Ah oui, vous allez monter ça là-bas? Oui. Oh, d'accord. On est prêt? Oui, nous, on va écouter Pichi Banda faire chanter, puis on va clôturer cette émission parce que... D'accord. Au vu des questions, j'ai l'impression que vous êtes tellement aimé par votre sincérité, votre spontanéité. J'ai trois petites questions à vous poser tout à l'heure. On écoute Pichi Banda avec les Belges. Hein, comme quoi, hein, on ne force pas. Aussi les paroles de l'oiseau, madame, je m'aime mes filles. Quand je viendrai avec l'enfant, tu vas tirer sur moi. Et la dame qui dira, mais non, je ne veux pas tirer sur toi, s'il te plaît, l'oiseau, ramène-moi mon enfant. Et dans tout ça, vous n'avez que le refrain, le nom de l'enfant que vous reprenez en cœur à chaque fois que j'entonne. Vous avez compris les enjeux, n'est-ce pas? On va essayer. Je vais vous apprendre le refrain, il n'est pas difficile. Vous répétez après moi. Changa, changa, changalala, changalala, changa. C'est bien, vous avez la mélodie, maintenant j'ajoute les rythmes, écoutez ce que ça donne. Changa, changalala, changa. Allons-y. Changa, changalala, changa. Très bien, mais mettez de la conviction dans ce que vous chantez. Changa, changalala, changa. 1, 2. Changa, changalala, changa. Vous avez 2 vitesses différentes, hein? Attention, là et là, attention, attention. Changa, changalala, changa. Changa, changalala, changa. Nyonyo wetu aluka no munshimwe. Changa, changalala, changa. On reprend, il y en a qui sont, hein, qui étaient distraits, on recommence. Nyonyo wetu aluka no munshimwe. Changa, changalala, changa. Nyonyo wetu kumpanyi mwana nyawe. Changa, changalala, changa. Nyonyo wetu kikabanga kimbu yawe. Changa, changalala, changa. Nyonyo wetu misasa yebabandi. Changa, changalala, changa. Nyonyo wetu mabela sansakani. Changa, changalala, changa. Mwambombo kuikadi ni twanda. Changa, changalala, changa. Kuikadi wakambila bayeba. Changa, changalala, changa. Ni nyunyi kindeje wa mwana. Changa, changalala, changa. Tusonga ntefu tumwasa. Changa, changalala, changa. Kambila wachinyi mwanetwe. Changa, changalala, changa.
Nyonyi wetu kumpanyi mwana nyawe. Changa changa la la changa. Nyonyi wetu kikabanga kimbu yawe. Changa changa la la changa. Nyonyi wetu misasa ye babandi. Changa changa la la changa. Nyonyi wetu mabela sansakani. Changa changa la la changa. Eh bien, puisque vous avez bien chanté, l'oiseau est descendu avec l'enfant. Il a remis l'enfant à la maman. Elle est rentrée à la maison avec son enfant. L'histoire se termine bien. Elle me permet de répondre à la dernière question. Quand est-ce que vous rentrez dans votre pays, monsieur? Eh bien, quand vous en aurez assez comme ça de chanter avec moi. Voilà. Je vous remercie. Pichi Banda, quelle magie vous avez à faire chanter des Blancs, avec autant de spontanéité, de gentillesse d'ailleurs? Oui, parce que les Blancs, c'est quelqu'un qui prend son intelligence, mais qui prend aussi l'intelligence de l'Africain. Ah bon? Oui, il ne veut pas rejeter ses valeurs pour dire j'adopte les valeurs de l'Européen, de l'Africain. Il sait que ce qu'il connaît, plus ce que l'Africain connaît, il est encore plus riche. Donc il rassemble les deux, Oui, et lui il est plus riche encore que l'Africain. Tandis que nous, on a tendance à rejeter nos valeurs. Rappelez-vous, vous êtes dans une classe, en ville, avec quelqu'un qui vient du village. Mais comme il vient du village, hein, il sait tisser les nattes, il sait couvrir une maison avec de la paille, il sait faire les chapeaux, etc. Vous pouvez entendre les gens dire, ça, c'est un villageois, il sait même faire les nattes. Donc faire les nattes, ça devient un critère de diminution. Il sait même faire les nattes. Alors qu'il a, quelque chose en plus. Oui. C'est pas l'Européen, il prend et il fait les savoirs de tout le monde. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de gens qui peuvent supprimer un cours en disant, tu m'en des passages dans notre village, qu'ils viennent parler aux enfants. Et un jour, je suis allé dans une école secondaire. Pendant que je suis en train de terminer, il y a une dame qui m'attend. S'il vous plaît, monsieur, moi, c'est l'école maternelle. Hein. Est-ce que ça vous dérange de venir dans ma classe? Ils n'ont pas encore vu un noir. Oh. Donc, rien que ça. Et alors, j'arrive dans la classe et les enfants me regardent. Je dis, venez. Ils viennent me toucher. Et alors, je leur fais un conte et je chante comme ça. Et quand je chantais, la directrice vient me voir et elle me dit, monsieur, est-ce que ces chansons existent en CD? J'ai dit, pourquoi vous me posez la question? Il dit, mais dans telle classe, nous avons une petite africaine. Elle est orpheline. Depuis qu'elle est là, elle est toujours seule dans son coin. Elle ne bouge pas. Mais dès qu'elle t'a entendu chanter, on l'a vu se réveiller, taper. Donc, c'est les sonorités africaines lui reviennent, etc. Absolument. Ça, ils aiment. Absolument. Les prêtres qui sont ici, qui ont fait 50 ans chez nous, quand ils reviennent là-bas, c'est nous qui les aidons. Parce qu'ils ne sont plus adaptés à chez eux. Hein. Oui, parce qu'ils ne sont plus mécaniquement européens. Un jour, il y en a un qui est mort. Oui. Et c'est nous qui étions devant. Et alors, la famille nous a laissés en disant, ben, il a fait 50 ans chez eux, nous, on est pour rien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, là-bas, quand tu es vieux, c'est pas bien vu. Or, chez nous, quand tu es vieux, tu deviens c'est respectueux. La bibliothèque. Alors, il me voit, moi, qui dit, je suis le plus vieux. Vous avez fini vos cérémonies d'Européens? Oui. Laissez-moi faire une cérémonie d'Afrique. De chez nous. Nous avions fait venir de Lubumbashi, de la terre de Lubumbashi, dans une bouteille. Je descends dans la tombe et les Blancs sont là. Je me mets à asperger la terre. Je dis, Godefroy, toi, tu as fait 50 ans chez nous. C'est pas ici qu'on aurait dû t'enterrer. Hein? Alors, je vais quand même mettre le sol de Lubumbashi pour lequel tu as travaillé pendant 50 ans. C'est ce sol-là sur lequel tu dois reposer. Nous n'avons pas d'argent pour te ramener. Alors, repose sur le sol du Congo que nous mettons dans le sol belge. Magnifique. Et on a enterré, et puis on a pris la terre qui est restée, on a aspergé. Et le lendemain, un autre prêtre espagnol qui tombe malade, ses frères viennent de l'Espagne pour lui dire, tu es condamné, reviens avec nous en Espagne, comme ça tu meurs, on t'enterre. Non, 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 je ne vais pas en Espagne, il n'y a pas de Congolais en Espagne. Je vais mourir ici, comme ça on va m'enterrer comme on a enterré Godefroy par les Congolais. Magnifique. Mais vous voyez, c'est notre cérémonie à nous. Ils aiment. Hein? On fait une messe d'un prêtre. Lubumbashi est un prêtre célèbre, hein? Père Godnir, qui a fondé l'ISP de Lubumbashi. C'était un géant. Lui, il meurt. On nous appelle pour la messe. Et là, quand c'est chronométré, c'est chronométré. 45 minutes de messe et 15 d'enterrement. 1 heure, c'est fini. Et puis alors, je demande quand même la parole. Et j'ai dit aux Blancs qui sont dans la salle, qui sont ses frères, hein, j'ai dit merci d'être venus nous consoler. Donc j'ai fait du deuil, un deuil africain. Et je leur dis, au moment où nous avons commencé cette messe, hein, à Lubumbashi, on a commencé aussi la messe.
Mais nous venons de terminer ici. Mais eux, ils vont encore continuer 2 heures. Parce que chez nous, on sait encore pleurer le mort. C'est pas comme vous. Oh. Alors, maintenant, je dis, et le corps, il était là. Je parle au corps, je dis, Père Godnir, si on était riche, hein, après cette cérémonie, on t'amènerait à l'aéroport pour aller t'enterrer chez nous. Mais comme nous n'avons pas d'argent, nous acceptons quand même de t'enterrer ici, mais nous allons te ramener chez nous. Et là, les Blancs, ils ne comprennent pas. Mais quand je dis nous allons ramener chez nous, c'est que vous allez nous donner un objet intime de ce prêtre. Ça peut être une mèche de cheveux, ça peut mettre les ongles, un vêtement qu'il avait au moment ultime, et nous allons ramener, et pour nous, c'est une manière de les ramener. Et je dis ça dans une église où les gens peuvent dire, mais c'est du paganisme ou quoi? C'est des valeurs culturelles africaines. Absolument. Et quand on a fini, le supérieur m'a pris au mot. On termine de prendre le café, il m'apporte la Bible personnelle de ce monsieur-là. Gros comme ça, qu'il avait utilisé depuis qu'il a été ordonné, avec les versets qui sont importants pour lui. Voilà, on me donne, et je prends la Bible, j'envoie à Lubumbashi, à l'ISP où il a travaillé, on fait un endroit en souvenir de Père Godnir, photo et... Mais vous voyez ça, ils aiment bien. Dites-moi, Petit Banda, c'est Boubou que vous arborez tout le temps, parce qu'on voit les jeunes aujourd'hui qui font du stand-up. Voilà, c'est Boubou. Les stand-up des jeunes aujourd'hui, c'est costume, cravate, on veut singer Jamel Debbouze, etc. avec des croisés. Mais pourquoi vous portez que des boubous comme ça? Il y a une signification à ça? Les boubous, je porte pour rappeler l'Afrique, pour rappeler d'où je viens. Et de nouveau, je vous dis, les Européens, ils aiment ça. Quand ils vous voient comme ça? Oui. Et parfois, quand j'ai terminé, je dis, est-ce que vous avez des questions à me poser? Quelqu'un lève le doigt, il pose des questions. Et puis, vous pensez que c'est fini. Un autre lève le doigt. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir votre costume? Ah oui? Oui. Et il m'est arrivé de lever mon costume et de les donner. Mais alors, pourquoi vous ne faites pas la mode Petit Banda avec ces boubous? Parce que votre serviteur n'est pas matu vu. J'ai constaté ça. Voilà. C'est pour ça que je ne vais pas faire. Parce que si vous faites ça à Petit Banda, je sais qu'il y avait quelque chose comme ça qui s'appelait Yamado. Hein, oui, oui. Hein? Mais vous avez commencé bien avant. Bien avant que j'avais commencé. Et j'ai vu après, on dit Yamado. J'ai dit, on aurait pu dire Iya Petit Banda. Non, non, moi je pense que si nous sommes humbles, nous allons avancer. Si aujourd'hui tu me dis, qu'est-ce que tu souhaites pour les Congolais? C'est ce que j'allais dire. Je souhaite l'humilité. 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 Pas l'arrogance. Oui, quand tu es humble, tu vas considérer sur les autres comme des personnes humaines. Mais si tu es trop haut, tu vas voir les autres d'en haut et ils sont trop bas. Et nous n'avançons pas. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, Petit Banda, aujourd'hui? Vous avez été enseignant, vous avez écrivain, psychologue, vous faites des pièces d'une valeur extraordinaire, vous êtes grand-père. Qu'est-ce qui vous reste? Ce qui me reste, c'est de préparer la relève. Ce qui me reste, c'est de dire, Chibanda, tu as fait ça, d'accord. Mais le jour où Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Parce que je vous dis, que ce soit le président, que ce soit un ministre, que ce soit n'importe qui, un bon chef, c'est celui à qui le pays survit. Oui, le pays survit. Oui. Si tu es dans un poste quelconque, une fois que tu es parti, ça tombe. Et puis tu vois, il était là, maintenant qu'il n'est pas là, ça tombe. Oui. C'est la faute de celui qui part là. C'est celui qui a bien travaillé. Le pays lui survit parce qu'il a préparé la relève, parce qu'il a mis des mécanismes tels que si jamais il tombe, ça va encore loin. Tu n'as pas encore vu un homme qui va mourir, qui est mort, et on dit à la femme de dire un dernier mot à son homme, et la femme dit à son mari, va en paix, je serai à la hauteur. Je te le promets. C'est très rare ça. Mais ça, il faut que l'homme ait préparé. Pourquoi on n'a pas cette... Mais si c'est une femme que vous n'avez jamais respectée, que vous avez pris pour une imbécile, parce que vous avez de l'argent, vous mourrez, elle meurt aussi. Parce que vous n'avez pas développé sa personnalité. Mais on le voit avec les groupes musicaux, on le voit avec les partis politiques, on le voit même avec des entreprises. Oui. On n'a pas la culture des successions. Oui, on n'a pas la culture des successions parce que pendant qu'on est dans le groupe, on se prend comme un baobab. Et comme on est un baobab, on va vous dire, en dessous d'un grand arbre, il n'y a rien qui pousse. Mais si au lieu d'être un grand baobab, vous aviez cédé un peu la place aux autres musiciens, etc., vous allez voir, regardez un peu au Jazz. Oui. Dès que Franco est parti, vous avez vu, c'est que c'est le tour. Non, Simaro, Banaoke. Non, Simaro était déjà géant. Oui. Mais l'autre qui est décédé aussi, Madilou. Oui.
Tu as vu ce que Madulo a fait comme, Oui. comme montée? Comme carrière, absolument. Mais est-ce absolument. qu'il attendait que l'autre parte ou quoi? Tu vois? Donc, Parce qu'il était étouffé. mais voilà. Donc nous ne devons pas étouffer. Tu es un entraîneur de boxe ou de karaté. Un jour, l'élève que tu as formé te terrasse. Ne te fâche pas. Sois fier. Tu dis, oh, j'ai préparé la relève. Et moi, je prépare la relève. Maintenant, je viens de dire aux élèves, si un élève a écrit un texte qu'il trouve bien, qu'il me l'envoie, je vais corriger. C'est quoi le style Pichi, justement? Le style, puis, c'est la sincérité. Ce n'est pas chercher à impressionner. C'est ça mon Vous style. n'impressionnez pas. Non. Être ce qu'on est, tout simple. Être vrai, voilà le terme. Et quand tu es vrai, les gens aiment ça. Mais surtout en Europe, quand tu es vrai, oui. Mais si, au lieu d'être vrai, tu veux impressionner, tu n'impressionnes personne. Hein. Tu n'impressionnes personne. Il faut être vrai, être ce que tu es, être sincère. D'ailleurs, moi, j'ai parfois des problèmes avec mes enfants. Parce que même pour m'habiller, je suis décontracté tout le temps. Et parfois, ma fille en colère me dit, papa, demain, j'ai besoin de toi. Ok, elle prend sa voiture, monte dans la voiture. Je ne sais pas où elle m'amène. On arrive dans un magasin, entre dedans, papa. Il y a des costumes là, prends un costume à ta taille. Donc ma fille m'impose un costume. Mais quand elle me l'impose, c'est pour pouvoir me dire après, nous allons à tel endroit, mets les costumes, papa. Je dis, oh, mais il fait chaud, mets les costumes. Bon, parfois je mets pour faire plaisir à mes enfants. Mais parfois je refuse. Et quand je refuse, et parfois je vais dans son école. Et la fille, sachant que je vais dans son école, elle dit à sa maman, maman, demain c'est dans notre école, s'il te plaît. Et on choisit les costumes. Et moi, j'arrive décontracté. Et ma fille vient, maman, il est venu en pyjama. et il était fâché. Mais en même temps, pendant que les enfants réagissent comme ça, ils voient la réaction de leurs collègues européens. Mais votre papa, il est extraordinaire. Votre papa. Alors, mais qu'est-ce que nos amis te trouvent, hein? J'ai dit, mais oui, quand on a de la valeur, c'est reconnu par d'autres. Tandis que dans ma maison, vous ne reconnaissez pas. Parce que je n'ai pas un costume, etc. Mais merci beaucoup, Pichi Banda. Merci. Il y a tellement de questions que j'allais vous poser, mais je suis subjugué par les niveaux de l'intelligence de l'homme. Quel conseil vous avez à donner à nos dirigeants aujourd'hui? C'est qui vous suivent? Les conseils que j'ai donnés et que je dois donner aux dirigeants aujourd'hui est que qu'ils nous fassent de ces pays un pays de droit. Qu'ils fassent une juste répartition des biens. S'il y avait une juste répartition des biens, je ne chercherais jamais à devenir ministre. Parce que là, dans mon secteur où je travaille là, j'aurai ce qu'il me faut. Je vous signale que lorsque je fais un DVD comme vous avez vu là, on le projette à la télévision belge, ça rapporte 7 000 €. Vraiment? Oui. Alors il aurait suffi que je ne fasse que ça, je veux bien vivre. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Je dépense 15 000 € pour faire un DVD. Mon compatriote congolais achète le DVD et il vient ici, il prend les 5 DVD, j'ai avec moi, les 5 DVD compilés en un seul, imprimés en Chine, collection Alibaba originale, en sachet en plastique, et ils vendent. La notion de droit d'auteur... Et ils vous appellent même pas pour vous dire merci? Non. La notion de droit d'auteur, ils ne connaissent pas. Or, quand on dit un pays de droit, même les droits d'auteur, ça nous aide aussi. Vous avez maintenant le musicien congolais. Il est à l'hôpital, c'est pendant qu'il est à l'hôpital qu'il dit hein, aidez-moi, je vais mourir. Je vous assure. Il y a des gens parfois qui disent ouais, mais ils ont eu de l'argent. Il mérite que vous lui donniez encore de l'argent. Pourquoi? Parce que en Europe, si vous êtes un coiffeur, pendant que vous coiffez, vous avez de la musique qui passe, vous payez les droits d'auteur. On fait la différence entre consommation domestique de la musique et consommation publique. Vous roulez dans un bus et vous mettez de la musique, vous payez les droits d'auteur. À la messe, on entonne un cantique, vous payez les droits d'auteur. Donc, et vous avez la société Sabam qui est vigilant et qui... Alors, un auteur là-bas, un artiste, c'est quelqu'un qui, de temps en temps, une lettre arrive à la poste. Mais Pichi Banda, on vient de calculer Sabam, etc. Voici vos droits d'auteur. Vous regardez, 1 000 € que vous n'attendiez pas. 5 mois après, vous trouvez aussi 2 000 €. Donc, que les droits des gens soient respectés. C'est ce que je demande aux autorités. Ce que je leur demande dans juste répartition des biens des gens, j'aimerais bien qu'un professeur soit quelqu'un qui, lorsque vous les regardez, rien que par la prestance, vous dites, oui, c'est un professeur. Mais pour ça, il faut qu'il s'habille convenablement. Il faut qu'il ait bien mangé. Alors, il mérite un salaire
convenable, qu'on regarde ces gens-là. J'aimerais bien que les trous qu'il y a dans nos routes, si on pouvait les arranger, de grâce qu'on les arrange. Vous pouvez vous rendre compte qu'à mon âge, j'arrive à Kinshasa, pour traverser le boulevard, quelqu'un me tient à la main. Parce que vous avez peur. Non, parce que j'ai la tendance de l'Europe où la voiture vient, je... Attendez, je passe. Oui. Parce qu'en La Europe- voiture vous respecte. Oui. En Europe, le piéton, il a priorité. Oui. Ici, on n'a pas priorité. Tu vois, donc, on répare les routes. Mais, ce que j'ai envie de dire aux Congolais, n'allez jamais croire que il suffit de changer le pouvoir pour que par une baguette magique, les choses s'arrangent. Non. Répétez ça, c'est mieux. Il ne faut pas que les gens pensent qu'il suffit de changer de pouvoir pour que, comme par une baguette magique, les choses s'arrangent. Non. Et le nouveau président n'a pas la baguette magique. Mais maintenant, demandez-vous pourquoi les autres, ils avancent. Parce que, en Belgique, vous avez une maison, vous payez 1000 € par mois, par an, qu'on appelle taxe sur l'habitation. 1000 €. Mais au moins les 1000 € vont dans la caisse de l'État et font le travail pour lesquels on les a cotisés. Alors figurez-vous qu'ici, chaque maison donne 1000 $ aussi. C'est déjà de l'argent avec lequel on peut réparer une route. Bon, imaginez qu'on vous dise que en Europe, chacun paye sa taxe, donc chaque année. Même pour garer une voiture. Mais oui, on arrive à la fin de l'année, on vous envoie un formulaire à tous et à chacun. Et dans le formulaire, on vous dit combien d'argent avez-vous gagné cette année. Et ils ont les moyens de le vérifier. Et vous dites, j'ai gagné autant. Sur autant, on vous fait une taxe. La lettre arrive, monsieur, vous devez payer autant. Et vous payez. Et cet argent est utilisé pour le besoin pour lequel on l'a fait. Et là, c'est comme ça que le pays avance. Mais si je refuse de payer, vous allez garer votre véhicule quelque part. Mais vous avez des parcs-mètres partout. Vous mettez la carte, vous payez, et c'est le nombre d'heures que vous avez mis. Si on vous dit, vous payez pour 2 heures, mais vous avez eu des problèmes dans la réunion qui a trop duré, vous arrivez, vous trouvez que la police a mis un ticket pour dire... Contravention. Puisque vous avez dépassé ce que vous avez voulu faire toute la journée. Et on vous envoie une facture de toute la journée. Moi, j'allais un jour avec ma voiture, j'ai fait 70 à l'heure, là où il fallait 30, parce qu'on faisait des travaux. Mais j'ai eu une amende de 700 €. J'ai dit, mais pour 30 à l'heure, on me dit oui. Les 500, c'est pour l'amende. Et le 200, c'est la cotisation pour la caisse des blessés de la route. Donc les gens qui sont blessés de la route, là, ils ont leur caisse là-bas. Donc j'ai envie de dire que on avance dans le pays, c'est bien, mais il faut des conditions. Une autre chose que je voudrais dire, c'est ceci. Nous sommes en telle année, on fait des élections, on a un président. D'accord. Mais moi j'ai envie de dire, quand on a un président, mais allons-y, travaillons pour faire le bilan. Mais qu'est-ce que je constate? On nomme un président, mais la mobilisation des gens, c'est en 2023. Donc toute l'énergie est déjà pour qu'est-ce qu'on va faire en 2023. Donc il n'y a pas le bilan entre-temps. Mais il faut d'abord travailler. Il faut oublier 2023. Travaillons d'abord. Et puis on verra ce que nous avons fait comme travail. Mais si toute l'énergie que j'ai, je le focalise sur 2023. Mais dans le mandat, là, tu comptes les heures. Hein. Ça va. Mais là, on n'avance pas. Merci Pichi Banda. Merci. Merci beaucoup. J'espère n'avoir pas scandalisé. Mais je vais profiter aussi pour dire mes condoléances à la famille congolaise en général et la famille de M. Kitenge qui nous a quittés. Qui nous a quittés aujourd'hui. Ouais. Le vieux Kitenge. Ouais. Presque 60 ans de vie politique. Ouais, 60 ans de vie politique. Oui. Et en même temps, ce n'est pas méchant ce que je vais dire. Je veux quand même dire que tout ça doit nous apprendre aussi que L'humilité. l'humilité, tout est relatif. Oui. Tout ça va rester sur terre. Absolument. Ce qui est On bien, est tous des passages. c'est ce que nous sommes tous des passages. Et je dis souvent aux gens, imaginez-vous 10 minutes avant que vous ne partiez de l'autre côté. Vous allez peut-être revoir le film de votre vie. Et quand vous allez voir les films de votre vie, quels sont les faits, les gestes, les paroles qui vont vous réconforter? Ça va être les gestes, les paroles où vous avez fait du bien aux autres. Merci Pichi Banda. Faisons du bien de notre vivant. Ouais. Très important. Ouais. C'est qu'on va garder de vous. Ouais. Merci à vous et tout. Bon vent. Merci. On va encore profiter de votre séjour ici pour ceux qui veulent bien l'inviter parce qu'il y a beaucoup de chaînes à Kinshasa, la chaîne nationale en particulier. Merci. Monsieur le Président, voilà, une valeur sûre. Nous aimerions qu'il soit aussi médaillé, primé chez nous, un bon ambassadeur de la culture congolaise. Merci Pichi. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.